Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux, comme chaque quinzaine, de vous retrouver pour une nouvelle émission. Vous l'aurez peut-être remarqué autour de vous, mais depuis quelques années, les habitats groupés ont le vent en poupe. Les habitats groupés, donc, qui rassemblent dans un même lieu de vie des personnes de milieux différents, d'âges différents, des hommes et des femmes, bien sûr, autour d'un projet commun. Alors, comment comprendre cet engouement? Est-ce que les habitats groupés répondent à un besoin renouvelé de lien social? Et pour les chrétiens, est-ce que l'habitat groupé présage une nouvelle façon de vivre sa foi en communauté? Eh bien, pour aborder ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, le père Charles Delay. Bonjour Père Charles. Bonjour Christophe. Bienvenue dans cette émission. Donc, je rappelle, vous êtes jésuite, écrivain, chroniqueur et curé de la paroisse de Blocquery à Outigny. Avec nous également Mathilde Kervin, pardon, j'ai oublié votre prénom un instant, mais voilà, en tout cas, je me souviens bien que vous êtes membre du service de la transition écologique et sociale dans le diocèse de Liège. Alors, si vous êtes là tous les deux, c'est parce que vous êtes tous les deux impliqués dans des projets d'habitat groupé chrétiens, mais pas forcément non plus du côté de Mathilde. Alors, avant de vous entendre sur vos projets respectifs, je vous propose de découvrir un habitat groupé à Bruxelles, un habitat groupé chrétien. Il s'agit de la communauté du Bon Pasteur qui rassemble donc dans un même lieu de vie des laïcs, qui ne sont donc pas religieux, pour un projet commun. Regardez, c'est un reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. À Woluwe-Saint-Pierre, c'est la journée des travaux collectifs pour les familles et les proches des fraternités du Bon Pasteur. Un habitat partagé de 13 adultes et de 6 enfants, bien implanté, puisque son histoire a commencé il y a 40 ans. Alors, c'est un prêtre, un couple, rapidement 2-3 autres familles, qui ont souhaité vivre ensemble, tout en ayant chacun leur vie familiale, leur vie personnelle, leurs engagements à l'extérieur, etc. Mais en vivant une qualité de relation qui est un enrichissement pour le quotidien. Et d'entrée de jeu, ce qui a été très important pour le premier groupe et qui a traversé les 40 ans, c'est que cette vie communautaire, elle s'exprime aussi dans l'accueil. Et donc ça, c'est très important pour nous. Que ce soit aujourd'hui avec le projet Transhumance, où donc des appartements supervisés sont mis à disposition de personnes qui traversent une difficulté. Et donc ils sont accueillis chez nous transitoirement et partagent un certain nombre de choses avec nous pendant leur présence ici. Et puis bien sûr, il y a la bergerie, donc des salles qui sont mises à disposition pour toutes sortes d'activités, de gens qui viennent de l'extérieur, qui parfois ne restent que quelques heures ou qui viennent pour des sessions plus longues et qui partagent aussi certains aspects de notre vie ici. On a aussi 2 poustignats, hein. Donc ça c'est vraiment dans le parc qui est absolument merveilleux, hein. C'est un site tout à fait extraordinaire et nous avons 2 ermitages qui permettent un temps de silence, de prière, voilà. Et donc c'est une manière de... Notre vie communautaire, notre vie ensemble, elle est nourrie par l'accueil aussi des autres personnes et des autres activités qui existent sur ce site. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très important. Après le jardinage et les travaux d'entretien, grands et petits mettent la main à la pâte pour préparer le repas. Un moment de convivialité pour la 60aine de personnes qui partagent de près ou de loin la vie de la communauté. Quels sont les liens que vous tissez les uns avec les autres? Alors, si je devais résumer, je pourrais dire on n'est pas une famille, ce ne sont pas des relations de travail,
Ce ne sont pas nécessairement des amis et c'est tout ça à la fois. Voilà. Parce qu'on travaille ensemble, on a des liens d'attention et de proximité comme on a dans une famille, mais on n'a pas les liens d'autorité d'une famille. On n'a pas les contraintes, parce qu'on est tous bénévoles ici. Donc on n'a pas un patron, mais en même temps on travaille, on est attentifs les uns aux autres. Est-ce qu'il y a des règles de vie collective ? Alors, des règles de vie collective, en tout cas, quand on vient aux fraternités et qu'on est accueilli dans la communauté de manière définitive, ça veut dire qu'on s'engage à être présent aux réunions hebdomadaires, qu'on essaye de mettre les temps de prière dans notre vie quotidienne, selon les possibilités évidemment, parce que il y a les enfants, il y a les réalités professionnelles et autres. On n'a pas toujours toute la disponibilité, mais en tout cas, la dimension de prière commune est très importante. Il y a le fait de porter l'ensemble du site et donc d'avoir des temps de travaux fraternitaires, des temps de réunion pour faire fonctionner le site, etc. Régulièrement, les enfants poussent la porte de Fabienne pour raconter leur journée et pour prendre le goûter. Quelles sont les difficultés à vivre ensemble ? On a chacun, par exemple, nos repères sur le plan de l'éducation des enfants. Nous avons notre manière de nous situer par rapport à l'argent. Nous avons nos manières de vivre notre foi chrétienne, bien évidemment. Nous avons un rapport à l'intimité aussi, qui est très différent d'une personne à l'autre. Chez certains, la porte est toujours ouverte, chez d'autres, c'est impensable. Donc, il faut apprendre à vivre avec toutes ces différences. C'est ça, en fait, ce sont les différences qui sont les enjeux et qui permettent aussi à chacun de dépasser ces petites limites et puis de s'ouvrir à plus large. Et ça, c'est sûr que c'est une école quotidienne. Une des forces des fraternités du Bon Pasteur, c'est de ne pas être centré sur le logement, sur le groupe tel quel, mais sur la mission de ce groupe, sur la raison d'être. Et qu'est-ce qui est au fondement ? C'est l'appel de l'Évangile, je crois, c'est vraiment ça. C'est une manière de vivre notre foi chrétienne ensemble. Et donc, on est invité chaque fois à se remettre en question. Et du coup, on peut passer au-dessus des difficultés, je pense, ou traverser en tout cas les difficultés. Les fraternités du Bon Pasteur, un merveilleux espace de nature au cœur de la ville où se vivent la simplicité du quotidien et de multiples engagements, le tout enraciné dans l'Évangile. Et voilà pour cette visite à la communauté du Bon Pasteur à Bruxelles. Mathilde Kervin, que vous inspire cette vie communautaire telle qu'on l'a découverte ? Déjà, je l'ai trouvée inspirante, en effet. Et ça nourrit mon espérance de voir que ce projet tient depuis 40 ans. Ça veut dire qu'il a survécu à ses fondateurs et que le projet est pérenne au-delà des personnes qui l'ont initié. Donc ça vous inspire peut-être pour l'avenir. Votre propre projet, Père Charles Delay, même question, que vous inspire cette vie communautaire ? De la jalousie. Ah. Un si beau lieu en pleine ville, c'est formidable. Ça c'est vrai. Cela dit, j'ai beaucoup aimé l'articulation entre communauté et accueil. J'ai aimé aussi la réflexion en disant que ce ne sont pas des relations de travail, ni de famille, ni d'amitié, mais un petit peu de tout. Et finalement, ce qui fait l'unité, employons un vieux mot, c'est la mission. On se veut ouvert à l'accueil de toute personne qui frappe à la porte. Je trouve ça très beau. Eh bien voilà, on va aborder maintenant vos projets respectifs, qui ne sont pas seulement les vôtres, évidemment. Mathilde Kervin, donc vous êtes engagée dans un projet d'habitat groupé. De quoi s'agit-il ? À quoi va-t-il ressembler ? Alors, ce projet existe déjà, même si le collectif n'est pas encore au complet. Donc, c'est une ferme dans le Condro sinassien. Pour le moment, il y a toute ma famille qui est déjà nombreuse. Et puis, Françoise, qui est agronome chez Terre en Vue. Et Elisa, qui est infirmière en soins palliatifs à domicile, qui est avec ses 2 jeunes enfants. Donc, on est un petit groupe qui va grandir. Et
le projet se construit autour de 3 grandes valeurs qui nous rassemblent. La première, et donc c'est là que ça me rejoignait aussi autour du Bon Pasteur, c'est l'accueil, parce qu'on est plusieurs à accueillir régulièrement des migrants et c'est quelque chose qui est important pour nous. Et il y a un souhait dans les communs de prévoir des chambres d'amis communes qui du coup peuvent permettre d'avoir une habitation plus sobre et plus petite, mais aussi que ces chambres d'amis puissent servir à accueillir des personnes dans un entre-deux, le temps de se retourner. Enfin voilà, on est touché autour de nous par le nombre de personnes qui vivent ça. Ça, c'est autour de l'accueil. La culture, donc on tient à soutenir la culture. On organise régulièrement des fêtes, des événements et on est sensible au fait de donner la possibilité à des artistes du coin de pouvoir se produire. Et puis, autour de l'agriculture, là, c'est surtout, on travaille sur la restauration des sols, de la faune et de la flore sauvage, et puis cultiver l'eau. Et là, notre projet rayonne au niveau du village. Il y a un collectif qui travaille à l'échelle du village sur comment, justement, gérer l'eau. Voilà. Ben voilà un beau projet en perspective. Alors, Père Charles Delay, je vous rappelle, vous êtes curé de la paroisse de Blocry à Outigny et justement, vous avez lancé aussi avec d'autres personnes un projet qui s'appelle Pôle.Blocry, aussi un projet d'habitat groupé. Ce serait un béguinage. Alors, expliquez-nous un petit peu. Béguinage, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Peut-être que c'est différent du Bon Pasteur. Le Bon Pasteur, c'est l'accueil. Nous, ce serait plutôt l'animation, s'il fallait choisir un mot. C'est d'animer un pôle. C'est Monseigneur Terlinen qui a dit, au début de son mandat d'archevêque, il disait « Nous ne pourrons plus couvrir le maillage territorial paroissial actuel. On va évoluer vers une église qui travaille par pôle. » Eh bien, c'est exactement ça dont nous avons l'intuition. Un pôle qui soit une animation de la paroisse, parce que peut-être qu'il n'y aura plus de curé à y mettre. Alors, est-ce que c'est mort? Ou bien est-ce qu'on essaie d'inventer une autre manière de vivre la communauté paroissiale, pour prendre ce vieux mot, centrée davantage sur une petite communauté qui est un noyau, un pôle, et non plus sur le prêtre? Alors, il y aura bien sûr accueil. On pourrait donner d'ailleurs plusieurs adjectifs. Intergénérationnel, accueil, solidaire, spirituel, chrétien, écologique. Tout cela pour rayonner plus largement que la paroisse territoriale. Et c'est déjà le cas. Il y a un point de départ, nous aussi. Et ce point de départ, c'est que c'est un lieu où beaucoup de gens viennent de loin pour les célébrations du dimanche. Plus de prêtres. Fini? Non. Une communauté va faire vivre cela. Vivre elle-même l'expérience de la communauté, mais dans la mission, au fond, je dirais bien, c'est une vie semi-communautaire. Les gens vont garder leur vie familiale, leur travail, etc., mais ils auront comme mission, ensemble, de faire vivre ce pôle communautaire. Eh bien, voilà aussi un très beau projet en perspective. Je vous propose d'en découvrir un autre à l'abbaye de Brie-Almont. Là aussi, un projet assez particulier qui réunit la communauté religieuse, les moniales d'une part, et des jeunes, pas spécialement issus de milieux chrétiens, mais là aussi dans un projet commun. Je vous propose cette fois de découvrir cette communauté un peu particulière de Brie-Almont. À Brie-Almont, la température monte dans le fournil de l'abbaye. Comme chaque semaine, Quentin vient d'allumer le four pour une fabrication tout à fait traditionnelle du pain. Quentin fait partie des 5 couples de la SBL Tutti Frutti. Ils se sont installés sur le site de l'abbaye. En symbiose avec les sœurs, ils vivent dans un habitat groupé tourné vers l'écologie intégrale. Une aventure qui a commencé il y a 4 ans déjà. Aujourd'hui, 6 religieuses vivent encore dans l'abbaye. Chaque jour, cela devient plus compliqué pour elles d'entretenir les lieux ou d'accueillir les visiteurs. À la base, c'est pas exactement le chemin que je pensais et qu'on pensait emprunter en voulant vivre dans un habitat groupé avec toute l'équipe ici. Mais un jour, quelqu'un a une idée dans le groupe d'envoyer une lettre à toutes les congrégations religieuses de Belgique. Et on a eu l'occasion de rencontrer quelques communautés monastiques pour voir s'ils avaient des lieux qui étaient peut-être libres pour des projets collectifs ou simplement peut-être besoin de forces vives. Et donc ça s'est fait un peu sur un coup de tête ou on a envoyé de bouteilles à la mer, quoi. Et donc on a eu ces réponses positives et on a rencontré les sœurs ici.
Et c'est finalement en chemin, en les rencontrant, une fois qu'on est arrivé et qu'elles ont pris le temps de nous écouter, qu'on a pris le temps de discuter, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des collaborations possibles ici avec elles. Les jeunes se sont alors installés dans l'ancienne aumônerie, dans les dépendances de l'abbaye et même dans une yourte. Et qu'est-ce que cette vie partagée apporte à votre communauté de religieuses? Elle apporte d'abord un surcroît de vitalité énorme. Je me souviens qu'une des premières choses quand ils sont arrivés, on s'interrogeait beaucoup par rapport à la champignonnière. Il y avait des investissements, travaux, rénovations à y faire et on s'était dit, ça vaut plus tellement la peine peut-être. Et puis eux, ils arrivent et on se dit, si, finalement, ça vaut la peine. Et donc on a fait les rénovations nécessaires à la champignonnière, ils s'investissent à la champignonnière. Donc il y a cette dimension-là, ils reprennent des secteurs que nous ne pouvions plus assumer, et donc ça redonne vie à tout ce qui nous était commun et qu'on laissait progressivement un tout petit peu de côté. Et c'est vraiment notre joie de voir que tous ces secteurs reprennent vie. Mère Marie-Pascale, comment faire pour vivre bien les uns avec les autres et garder votre vie de religieuse en fait? Ça, c'est une grande question à laquelle on n'a pas pensé avant. Alors ça se fait au fur et à mesure. On s'organise, on négocie beaucoup, comme déjà dans la vie rien que communautaire, et on essaye de trouver comment participer à une même activité. Les travaux qu'on fait à la champignonnière, les travaux qu'on fait à la cuisine, il faut qu'on trouve comment on va se synchroniser. Et ça se fait tout seul. Tout le monde est de bonne volonté. Nous, parce qu'on en a beaucoup l'habitude, c'est notre manière de vivre communautaire, mais eux, c'est parce qu'ils sont toujours de bonne humeur, même si quelquefois des choses ne leur plaisent pas. Et donc, quand on est de bonne humeur, on négocie facilement, et puis on rigole un coup, et ça se met tout seul. Alors la première chose qui nous a vraiment marqué quand on est arrivé, c'est l'écoute et l'ouverture que les sœurs ont fait preuve vis-à-vis de nous. C'est la relation que les sœurs avaient entre elles. On sentait qu'il y avait vraiment une amitié qui s'était liée, une fraternité qui était vécue au quotidien et qui nous parlait bien aussi, étant donné que c'était vraiment ce genre de choses-là qu'on voulait aussi vivre au jour le jour. Après 1 heure de cuisson, c'est une bonne odeur de pain frais qui nous ramène au fournis où Quentin découvre le résultat de son travail. Les principaux défis qu'on a dû relever, c'est d'abord de les accueillir, d'être confrontés à un projet qui nous a semblé tout à fait, à eux et à nous, improbable. C'est une réalité dont il n'y avait encore aucun exemple devant nous, donc tout est à construire. Que ce soit au niveau juridique, administratif, légal, tout ce qu'on veut, tout était à construire. Et ça a été un des premiers défis, de construire ensemble, d'inventer ensemble, de mettre des choses en place ensemble pour pouvoir avancer. Et depuis 4 ans, c'est ce qu'on fait, et ils prennent de plus en plus de place, leur place en tout cas. Et voilà, ça nous apprend le détachement aussi quelque part. Et je crois que ça c'est important. C'est vrai qu'il y a des choses, ils ont beaucoup plus de compétences que nous. Nous avons probablement à les laisser un petit peu et à leur laisser la possibilité de les vivre et de les déployer, tout en restant à notre place pour pouvoir transmettre ce qu'on a encore à transmettre au niveau spirituel. Et vraiment, ce mariage, cette synergie plutôt entre la dimension d'écologie intégrale qui est la leur et notre dimension plus spirituelle et monastique, je trouve que ça peut donner vraiment quelque chose de très porteur. Et comment bien vivre ensemble? Tous les groupes humains, on va se retrouver avec des moments où on n'est pas d'accord, où il y a des frustrations, où il y a des conflits. Ici, les sœurs, elles disent souvent que l'abbaye, la vie monastique, c'est ce qu'elles appellent une école de charité. C'est quelque chose qui pour nous est un vocabulaire un peu particulier, qui nous parlait moyennement, mais au fur et à mesure qu'on vit avec elles, et qu'on vit en tout cas sur le même lieu qu'elles, et qu'on a aussi cette pratique de vie en collectif, de vie communautaire, on se rend compte que cette amitié qu'on cultive tous les jours
c'est ça qui prime, c'est ça qui doit primer. Et donc, réussir à s'aimer malgré les frottements, c'est la clé pour moi en tout cas. Comment voyez-vous le futur ? Le futur, bien, on va l'inventer ensemble, déjà à partir de notre réalité, notre fragilité communautaire, qui ne va pas aller en diminuant. Et puis eux, au contraire, ils vont avoir le dynamisme et la vitalité dont ils remplissent la maison et les alentours de la maison. Et on va inventer ça ensemble et ça va se mettre. Et on va partager et on va arriver à se synchroniser. Non, c'est une théorie, c'est pour récolter. Au fur et à mesure de notre collaboration, on s'est retrouvés à être de plus en plus interdépendants. C'est-à-dire que la communauté des sœurs est de plus en plus fragile et notre destin est finalement de plus en plus lié à cette communauté de Monial, chose que je n'avais pas du tout envisagée dans mon existence. Mais aujourd'hui, j'aime bien prendre l'image de deux arbres dont les racines s'entremêlent. Et si maintenant il fallait qu'une partie ou l'autre partie de cette collaboration s'arrête, s'en aille, ça serait quand même quelque chose de l'ordre d'un déracinement, d'un déchirement. On est vraiment maintenant liés, les deux communautés sont vraiment interdépendantes et au quotidien, on le ressent tous les jours, juste pour accomplir les tâches qui permettent la vie des sœurs ici et notre vie à nous. Alors que le futur de l'abbaye semblait incertain, la venue des jeunes y annonce peut-être un nouveau printemps. Et voilà pour cet habitat groupé assez exceptionnel, en tout cas original, qui rassemble des moniales et des jeunes laïcs. Alors Mathilde Kervin, il se trouve, vous connaissez un petit peu cette communauté. On peut être frappé par la synergie qui existe entre les personnes. Comment est-ce qu'on arrive à une telle synergie pour des personnes aussi différentes finalement ? En fait, je pense que c'est déjà une discipline de choisir, de voir la différence et le désaccord de l'autre comme un enrichissement pour soi-même, une force, plutôt que de se laisser gagner par la peur et le repli. Ça, il a fallu cette discipline de la part des deux parties. Et j'ai eu l'occasion de les accompagner dans la construction d'une balade méditative. Et on a choisi de prendre le temps, tous ensemble, de construire un chemin physique, mais aussi un cheminement spirituel qui est commun aux deux. Et en prenant le temps d'aller derrière le vocabulaire habituel qui est différent, ils ont pu se rendre compte qu'ils partageaient des valeurs communes et une spiritualité qui était très liée. Et donc là, il y a aussi, au départ, accepter la différence de l'autre comme une force et puis choisir de nourrir la joie du vivre ensemble. Alors Charles Delay, vous êtes jésuite, donc vous avez l'habitude de vivre en communauté. Et donc les jésuites, là, pour le coup, ont la même spiritualité, même objectif. Ce n'est pas nécessairement facile pour autant de vivre ensemble. Alors voilà, j'ai envie de vous demander quelles sont les joies et puis les choses plus difficiles quand on vit en communauté. Les choses plus difficiles comme pour toute relation humaine. Une relation humaine, c'est toujours un tissu fragile qu'il faut recoudre sans cesse par le pardon. Ce que j'ai bien aimé, c'est le mot spiritualité. Ce qui fait l'unité de nos communautés, c'est pas un habitat groupé, nous autres, une communauté. Nous nous rattachons. Ce qui fait notre unité, c'est 5 siècles de tradition spirituelle. Et nous sommes en lien avec d'autres communautés. On change souvent de communauté. Donc c'est beaucoup plus large. Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à cette vie-là. Il y a beaucoup de richesses, effectivement, mais je crois que c'est ce réseau qui fait toute la beauté de la vie jésuite. C'est riche de vivre avec des gens qui partagent la même spiritualité. On se comprend très vite, finalement, malgré les difficultés de tous les caractères. Alors, pour revenir un petit peu au pôle Point Bloquerie, donc ce projet d'habitat groupé à la paroisse, est-ce que vous pensez que ce type-là, plutôt d'habitat groupé, voilà, où on est différent, c'est pas forcément une vie commune tout le temps, mais est-ce que ça peut être vraiment un modèle d'avenir pour notre Église, en particulier dans nos régions, en Belgique, alors qu'on sait que le modèle paroissial classique est un peu en perte de vitesse, notamment en raison du manque de vocation à la prêtrise. Je dirais que le christianisme est essentiellement communautaire et ce n'est pas la première forme dans l'Église, que l'on pense aux maisonnées des premiers siècles, à la vie monastique dont on vient de parler, que l'on pense au béguinage précisément, aux paroisses, c'était un modèle, et maintenant on sent bien qu'on va vers des habitats groupés chrétiens. Mais je crois que ce qu'il est important de souligner, c'est que nous devenons minoritaires. Alors on peut s'en plaindre, on peut dire mais c'est une bénédiction, parce que ces petits pôles qui naissent un peu à gauche et à droite, on vient d'en évoquer différents, ont quelque chose de moins extensif, on est moins nombreux, mais peut-être plus intensif. Et c'est ça dont on attend, dont on espère que l'Église pourra apporter. C'est de
une foi en la vie, finalement, et un souffle d'espérance et des liens communautaires qui font la joie de vivre. Alors, certains se poseront la question, quelle place du prêtre dans tout ça? Est-ce qu'il y aura toujours besoin quand même de quelqu'un pour animer, notamment évidemment les célébrations? On pense à la messe du dimanche, pas seulement. La messe du dimanche, la messe, ça peut avoir lieu autrement, c'est-à-dire une animation autour de la parole, d'une part. D'autre part, on sent très bien que la question du prêtre est une question importante aujourd'hui, et je ne sais pas dans quel sens ça va évoluer, mais je sens que ça doit évoluer, qu'il faudra trouver un autre statut du prêtre à l'intérieur de ces communautés-là. Rapidos, parce que c'est un sujet énorme. Un sujet évidemment très, très, très complexe. Mathilde Kervin, on arrive tout doucement à la fin de cette émission, mais je voulais vous poser une question. Voilà, dans notre société aussi, il y a parfois un manque de lien social, une société très individualiste parfois. Est-ce que l'habitat groupé répond peut-être à un besoin justement de recréer du lien social? Alors pour moi, l'habitat groupé ne peut pas être une réponse. Par contre, ça peut être une école pour y trouver des réponses. Je pense que l'habitat groupé est une vraie solution à la robustesse dans la société et que c'est une école de la coopération. Que la robustesse et la coopération sont les clés pour construire un avenir souhaitable, ça j'en suis convaincue. Et pour autant, co-construire, même si c'est très riche, c'est terriblement inconfortable. Voilà, mais donc peut-être un inconfort qui est aussi nécessaire pour bien vivre ensemble finalement dans notre société. Charles Delay, Mathilde Kervin, merci beaucoup à tous deux de nous avoir présenté vos projets et puis de nous avoir inspirés par rapport des habitats groupés. Eh bien, nous espérons que cette émission vous a inspiré aussi, peut-être vous a donné des idées pour l'avenir. Si vous souhaitez revoir cette émission, comme d'habitude, rendez-vous sur la plateforme Ovio de la RTBF ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci Christophe. Merci à vous.